Je m'adresse à vous un peu à l'improviste pour vous dire que l'ensemble des dons effectués à TVL est, au moment où je vous parle, en baisse de 1/3 par rapport à la même période de l'an passé. C'est évidemment préoccupant, surtout quand on sait que dans le même temps, TVL est passé de 4 à 8 millions de vues mensuelles. Un succès qui nous oblige à disposer pour le moins en 2023 du même budget qu'en 2022. La période est difficile, je le sais, et nous vous demandons un effort, mais cet effort, il vaut vraiment le coup. La presse alternative tord le cou aux mensonges et à la propagande. Alors aidez TVL, donnez à TVL pour mener cette rébellion au quotidien. Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 18 décembre, 4e dimanche de l'Avent. 3 séquences, tout d'abord à l'occasion de l'initiative Jeanne 2031, qui doit lancer une 9 années de prière pour la France, une rencontre avec son porte-parole, Thibaut Collin, agrégé de philosophie et professeur en classe préparatoire. Ensuite, avec Nicolas Tardy-Joubert, président de la Marche pour la Vie, nous reviendrons sur le vote à l'Assemblée nationale le 24 novembre dernier de la constitutionnalisation de l'avortement et sur la préparation de la prochaine Marche pour la Vie qui aura lieu le 22 janvier prochain. Et enfin, Alexandre Caillé, directeur général de SOS Calvaire, viendra nous informer des initiatives de cette dynamique association. Bonjour Thibaut Collin. Bonjour Jean-Pierre Maugendre. Merci de nous rejoindre. Vous êtes porte-parole de l'association Jeanne 2031. Alors en quoi consiste cette initiative ? C'est une neuvaine d'année qui commence ces jours-ci et qui finira en 2031 pour les 600 ans de la mort de Jeanne d'Arc à Rouen. Et l'idée est de se préparer à ces 600 ans en se mettant à l'école de Jeanne d'Arc, donc de prier pour la France et surtout de se mettre à son école pour pratiquer les vertus qu'elle a elle-même pratiquées, le courage, la prudence, la disponibilité à la volonté de Dieu, l'obéissance. Donc l'idée c'est que chaque année on médite plus particulièrement une vertu et on essaye de la mettre en pratique et en se mettant dans cette perspective de voir ce que Dieu veut nous dire à nous aujourd'hui dans notre situation qui est évidemment assez différente de la guerre de 100 ans qu'a connue Jeanne d'Arc, mais qui, me semble-t-il, a des analogies très fortes avec son époque. Alors 9 années, est-ce que c'est pas un peu loin ? Je pense que c'est presque trop court. C'est presque un peu trop court vu les enjeux qui sont les nôtres. Les enjeux nationaux, ecclésiaux, civilisationnels. Je pense qu'on vit dans une époque qui, sous bien des rapports, comme je disais à l'instant, ressemble à la crise de la chrétienté, la crise du royaume de France qui était au début du XVe siècle et que Jeanne d'Arc finalement a connu. Et Dieu a appelé cette petite paysanne pour étendre le règne du Christ et remettre les Anglais en Angleterre, le roi sur son trône et le faire sacrer à Reims. Donc ça veut dire que Dieu, en fait, s'intéresse aux affaires politiques, aux affaires temporelles. Et la grâce du laïcat chrétien, c'est justement d'investir ces questions. Donc il me semble que 9 ans, vu les enjeux que nous avons à affronter, les défis que nous voulons relever aujourd'hui, que nous devons relever, c'est pas qu'on veut ou pas, me semble un minimum.
Alors, y a-t-il dans l'histoire des exemples de démarches analogues? Alors, il y en a une qui m'a particulièrement inspiré quand j'ai eu cette intuition l'été dernier. C'est la grande neuvaine organisée par les évêques polonais pour le millénaire du baptême de la Pologne en 1966. Et les évêques polonais, sous la houlette de cardinal Wyszynski, qui était le primat de Pologne à l'époque, a lancé donc cette grande neuvaine. Et quand on a vu les fruits, quand on voit après coup les fruits de cette neuvaine... Alors, c'était de quelle année à quelle année cette neuvaine? De 66, moins 9, donc ça a dû commencer fin 57, début 58. Et quand on voit les fruits dans les années après Solidarność, que l'élection de Saint-Jean-Paul II, l'effondrement du communisme, on voit en fait ce que peut engendrer cette confiance en la providence divine. Mais il faut jamais oublier que la providence divine, c'est pas de la magie, elle passe à travers les médiations de nos propres liberté, de nos propres intelligences. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on est prêt à se mettre à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire à travers l'exemple de Jeanne, qui est une des plus grandes saintes, me semble-t-il, bien sûr de la France, mais tout simplement de l'Église. Alors justement, pouvez-vous développer un petit peu pourquoi Jeanne d'Arc? On aurait pu prendre Saint-Martin, par exemple, l'évangélisateur de la Gaule. Parce que justement, Jeanne est venue dans une époque très troublée, elle a été appelée dans une époque très troublée, elle est d'une très grande humilité. Donc, elle ne correspond pas à un projet qu'elle-même a conçu. Elle est, dans son humilité, disponible à la volonté de Dieu. À l'âge de 13 ans, elle commence à avoir ses voix. Donc, Saint Michel Archange, Sainte Catherine d'Alexandrie, Sainte Marguerite d'Antioche, qui sont, on pourrait dire, les patronnes de la jeunesse, qui ont été martyrisées vers 15-18 ans. Et ces voix, comme elle le dit dans son procès à Rouen, lui ont appris à se gouverner. Donc, voilà, Jeanne d'Arc a été appelée par Dieu dans une situation historique très très tendue et elle a été fidèle à ce que Dieu lui a demandé. Et donc, c'est une sainte admirable, mais qui est une laïque, qui est une combattante, qui assume les questions temporelles. Alors, bien sûr que ça ne fait pas du tout d'ombre à d'autres grands saints comme Saint Martin dont vous venez de parler, mais il me semble que, au vu des défis, encore une fois, de notre époque, je crois qu'on a beaucoup à recevoir de l'exemple de Jeanne, et pour cela, il faut humblement se mettre à sa suite, et donc dans cette première année, la première année de la neuvaine est consacrée, donc voilà, à se mettre à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire à nous laïcs. Donc un des aspects importants de la neuvaine, c'est aussi de faire un diagnostic de notre époque pour essayer d'alimenter notre prière, notre réflexion, et voir ce que finalement le Seigneur veut nous dire à travers tout ça. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous alliez associer une vertu à chaque année. Pour la première année, quelle est la vertu que vous avez choisie et pourquoi? Alors, disponibilité et obéissance à la volonté de Dieu, parce que j'allais dire, c'est le fondement de toute... on n'est pas là pour lancer un projet simplement avec nos propres capacités. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans ce contexte? Et à partir de là, les autres vertus, ça sera la prudence, le patriotisme, le courage, la pratique des sacrements. Bon, chaque année sera consacrée davantage à une vertu. Mais le fondement, me semble-t-il, pour un engagement du laïc dans la cité et dans l'histoire, c'est d'abord essayer de discerner ce que Dieu veut nous dire. Alors, quel support existe-t-il pour suivre cette initiative, voire s'y associer? Alors, il y a un site qui s'appelle Jeanne 2031, donc www.jeanne2031.fr. Sur ce site, il y a des textes, des paroles de Jeanne, des textes sur Jeanne. Alors, il y a une énorme bibliographie historique, littéraire, scientifique sur Jeanne. Donc, peu à peu, on publiera des textes. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de se nourrir de cet exemple. Mais il y aura aussi des textes sur notre situation historique, nationale, ecclésiale, mondiale, pour là, comme je disais tout à l'heure, mûrir notre propre réflexion. Et puis, des propositions. La première proposition, c'est un jeûne qui a eu lieu le 14 décembre dernier pour, résister spirituellement à la constitutionnalisation de ce fameux, entre guillemets, droit à l'avortement, qui n'est évidemment pas un droit. Donc, on proposera régulièrement des actions, soit spirituelles, soit des pèlerinages, soit des démarches plus concrètes.
Max. Alors, quelles ont été, depuis le lancement de cette initiative, les réactions, aussi bien de la part de laïcs que d'éventuelles autorités ecclésiastiques? Alors, nous sommes en communion avec les évêques de France, bien sûr. C'est pas un mouvement, c'est ni un nouveau mouvement spirituel, ni bien sûr un mouvement politique. L'idée, c'est de se situer à un autre niveau. Les évêques, bien sûr, sont informés de cette initiative, mais c'est une démarche de laïcs qui est assumée comme telle. Et donc, nous sommes en tout à fait bonne intelligence avec les évêques, mais l'idée, c'est pas de faire coopérer d'emblée les évêques. C'est une démarche strictement de laïcs. Donc, nous sommes quelques laïcs, et peu à peu, il va y avoir d'autres collaborateurs, d'autres personnes qui pourront apporter leur pierre à l'édifice. Et évidemment, Jeanne d'Arc est une personne historique, mais qui simplement, c'est pas simplement une personne historique, elle est au ciel et elle nous assiste, et donc elle est bien vivante, qui suscite toujours un enthousiasme et un engouement très important que je ressens autour de cette initiative. Eh bien, merci beaucoup pour cette initiative, et donc je renvoie nos téléspectateurs à cette initiative et à ce site Jeanne 2031. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Nicolas Tardy-Joubert. Bonjour Jean-Pierre. Donc vous êtes le président de la Marche pour la vie, et donc l'actualité de l'avortement est sur le devant de la scène politique, puisque le 24 novembre dernier, l'Assemblée nationale a voté la constitutionnalisation du droit à l'avortement. En quoi consiste ce vote du 24 novembre et quelle en est l'origine ? Alors l'origine de tout ça, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis l'été dernier, où la Cour suprême a annulé l'arrêt Roe versus Wade. Et donc, comme chacun sait, l'avortement est très menacé en France. Donc, il s'agit simplement d'un coup de boutoir idéologique de députés libertaires. Donc, nous avons de députés ou de sénateurs d'ailleurs, puisqu'il y a déjà une proposition de loi qui était passée au Sénat au mois d'octobre. Mais celle-ci, dont je pense que vous voulez nous parler à l'Assemblée nationale, c'est celle de Mathilde Panot, de la France Insoumise. Il y avait un texte similaire d'Aurore Berger, macroniste. Donc, en fait, ces deux textes, finalement, un seul a été débattu parce que tout est passé dedans, comporte un article unique pour considérer que l'avortement est un droit fondamental et qu'il doit être constitutionnalisé. Donc, en fait, l'idée, c'est d'ancrer dans les esprits que c'est un droit fondamental. Or, ça ne peut pas être un droit fondamental parce que ce qui est fondamental, c'est le droit à la vie, ce qui est un bien. Et en l'occurrence, l'avortement ne peut pas être ce droit qui serait supralégislatif et qui pourrait rentrer dans la Constitution. Enfin, ils veulent faire passer ça dans la Constitution. En tout cas, les députés l'ont voté, mais la Constitution n'est pas un fourre-tout. Voilà. Et donc, ça n'est pas acceptable. Alors, comment se sont répartis les votes et quelles leçons politiques peut-on en tirer ? Alors, la première chose, c'est que ce qu'on peut dire, c'est que 70% à peu près des députés étaient présents. Donc 30% n'étaient pas là, un petit peu sur tous les bancs, bien sûr. En fait, 337 des députés, c'est-à-dire 91%, j'ai fait les statistiques, ont voté pour la constitutionnalisation de l'avortement. 9%, 32 seulement, s'y sont opposés. Donc c'est effectivement, le premier échec, c'est de dire qu'il y a quand même assez peu de résistants à ce contexte. On peut dire qu'il n'y a pas eu de position forte des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Chacun était finalement un peu libre de faire ce qu'il voulait, comme sur les votes sociétaux en général. Et en fait, c'était soit se soumettre à la doxa ambiante, soit résister avec des choix individuels qui étaient courageux. Il y a eu une faible mobilisation chez LR, et peut-être parce qu'ils savent qu'il y a une opposition au Sénat, déjà. Donc peut-être qu'effectivement, ça ne les a pas beaucoup motivés. Néanmoins, ils n'étaient pas très présents. Quand on regarde les votes, parce que je pense que c'est ce qui peut intéresser nos téléspectateurs, pour le RN, 38 ont voté pour la constitutionnalisation de l'avortement, ce qui représente 51%, puisqu'il y a 89 députés à l'Assemblée nationale. Et 23 ont voté contre, c'est-à-dire 31%. Il y a eu des abstentions, 13, et 15 absents.
Donc, il y avait quand même une présence assez importante, puisqu'il y avait quand même 83% des députés RN qui étaient présents, même si malheureusement la majorité a voté pour la constitutionnalisation de l'avortement. Côté LR, comme je le disais, très faible mobilisation. Ils étaient 22, donc il y avait 64% d'absents. 13 LR ont voté pour, c'est-à-dire 59%, donc c'est un petit peu au-dessus de ce qu'a fait le RN en termes de présence, mais ils étaient beaucoup moins nombreux. Contre 7, en fait, il y a eu 7 résistants qui s'y sont opposés, et on trouve toujours un peu les mêmes, des députés qui sont courageux et qui s'y opposent. Et d'abstention. Mais néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que, en écoutant les débats, c'était un petit peu affligeant, parce qu'on avait l'impression on sait que la loi Veil est complètement enquistée dans la société française, mais la loi Veil est devenue complètement intouchable. Et donc, même pour les députés les plus résistants, ce qui nous a un peu peiné, ou tout à fait peiné, c'est de voir que, finalement, la loi Veil est devenue un incontournable, et qu'il s'agissait même de la constitutionnaliser. Donc, le simple fait d'accepter, de se dire finalement une mauvaise loi, on la fait rentrer dans la Constitution, quand même devrait poser des questions. Donc effectivement, c'est tout à fait déplorable, je dirais, comme approche. Il fallait, en plus, chacun sait que la loi Veil a complètement éclaté depuis 1975. Il y avait un certain nombre de garde-fous que chacun connaît bien. D'abord, on était à 10 semaines, on est passé à 12, maintenant à 14. Il y avait des délais de réflexion qui ont volé en éclats. Il n'y avait pas de remboursement, on est passé à 70-100%. Donc, je pense que certains députés se sont dit on veut constitutionnaliser la loi Veil pour, je dirais, limiter la casse, mais est-ce qu'on peut voter un texte ou constitutionnaliser un texte de ce type ? Alors justement, certains ont argué de leur vote en disant, en votant cette loi, en la constitutionnalisant, c'est un moindre mal, parce que cela évite les dérives ultérieures que vous venez d'évoquer. Que peut-on penser de cet argument ? Je pense que, d'abord, cette loi, cette proposition de loi, je pense qu'il faudrait peut-être faire un petit... On en reparlera, mais c'est important, c'est une proposition de loi qui est donc portée par des députés. C'est pas un projet de loi porté par le gouvernement. Donc, ces propositions de loi qui passent régulièrement comme des vagues qui arrivent, je dirais, dans la tempête là, sur la digue, ces lois sont inutiles et dangereuses. Donc la première question, c'est peut-on voter une loi inutile et dangereuse ? Pourquoi inutile et dangereuse ? Parce que d'abord, c'est illicite de mon point de vue, parce que ce serait reconnaître dans la Constitution le droit de tuer un membre innocent de l'espèce humaine. Donc, pour nous, pour tous les marcheurs qui se réunissent avec la Marche pour la vie le 3e dimanche de janvier, ce serait une ignominie morale et politique. On ne peut pas reconnaître ça. Et ce serait dangereux parce que si ce droit était reconnu dans la Constitution, c'est-à-dire où sont les limites ? Si on a le droit de tuer, aujourd'hui c'est 14 semaines, pourquoi pas demain 22 semaines, comme le demande le mouvement français du planning familial, ou à terme. Quid de la clause de conscience, des doubles clauses de conscience. Donc tout cela pourrait voler en éclats, et donc effectivement c'est absolument inutile. Donc on a évoqué l'aggravation continue depuis 1974, et ma position est que pour s'opposer au mal, le mieux c'est de ne pas s'engager dans la compromission. Il faut à temps et à contre-temps défendre l'inviolabilité de la vie humaine face à des consciences qui s'obscurcissent. Et je suis sur terre de mission, donc je peux inviter vos auditeurs à lire ou à relire Evangelium Vitae, l'évangile de la vie, et on trouvera dans un des paragraphes que, et je le cite, dans le cadre des lois intrinsèquement injustes comme celles qui admettent l'avortement ou l'euthanasie, il n'est jamais licite de s'y conformer, ni de participer à une campagne d'opinion, en faveur d'une telle loi, ou d'y apporter son suffrage. Donc la réponse est que on ne peut pas contribuer au mal, de mon point de vue, et il ne fallait pas, pour les députés, même se lancer dans une démarche de constitutionnaliser l'IVG. Si le mal doit progresser, il ne faut pas être complice de la progression de ce mal. Au contraire, rappeler à temps et à contre-temps que la loi Veil n'est pas une bonne loi, expliquer pourquoi, et poser les vraies questions et demander des politiques pour mettre en place des politiques de prévention, d'assistance aux femmes qui sont en difficulté, et tout ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Je voudrais rappeler que la France a signé des conventions internationales
pour s'assurer que l'avortement n'était pas une méthode de contraception comme une autre, qu'il fallait mettre en place des politiques de prévention. Or, rien n'est fait dans notre pays. C'est toujours plus d'avortements. Il y a un rouleau compresseur progressiste libertaire pour défendre les droits des femmes. Je pense qu'il faut aussi penser, et surtout penser, à défendre le droit des enfants à naître. Alors, politiquement, quelle va être la suite des événements ? Alors, c'est une proposition de loi. Donc, il faut que le texte soit voté à l'identique par le Sénat. Alors, il y a un article unique, donc ça ne sera pas très compliqué. C'est donc dire, est-ce qu'on considère l'avortement comme un droit fondamental qui doit être constitutionnalisé ? Le Sénat doit le voter. Et une fois, si le Sénat le vote, il doit y avoir un référendum, parce que c'est une proposition de loi. Donc la bonne nouvelle, c'est que le Sénat s'est opposé à une proposition de loi identique et a voté largement contre au mois d'octobre. C'était la proposition de loi Vogel, dans des textes tout similaires. Donc on a quand même de fortes chances que le Sénat s'y oppose, donc Dieu merci. Donc on peut louer la sagesse des sénateurs et les remercier. D'ailleurs, je pense qu'on fera une petite action avec la Marche pour la vie pour écrire à nos militants pour les encourager à remercier et appuyer les sénateurs dans un rejet de ce projet de cette proposition de loi, par contre. Et donc, voilà. Donc, en fait, le schéma est là. Évidemment, Mathilde Panot et la France Insoumise sont assez perplexes parce qu'ils savent que le chemin va être long. Et c'est pour ça qu'ils demandent un projet de loi en disant... La différence est assez fondamentale, parce que s'il y a un projet de loi, donc c'est à l'initiative du gouvernement, et c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Alors, le 22 janvier prochain aura lieu la traditionnelle Marche pour la vie. Quel en sera le thème ? Alors, on aura deux thèmes principaux. Tout d'abord, l'euthanasie sera un thème central, puisque, comme vous le savez, il y aura un projet de loi qui sera présenté par le gouvernement probablement en 2023, après, je dirais, la concertation, entre guillemets, soi-disant concertation avec les 150 volontaires qui ont été, ou personnes tirées au sort, pour réfléchir à la chose. Donc, un projet de loi sur l'euthanasie va arriver sur le devant de la scène. Donc, nous nous y opposons fortement. Ce sera un thème principal et nous aurons, je l'espère, un plateau de personnes qui pourront nous expliquer, je dirais, ce qu'il convient de faire, en fait. Notre objectif, c'est d'avoir, non pas l'euthanasie, c'est d'avoir des soins palliatifs pour tout le monde en France. Il faut savoir que 30% des personnes, seulement 30% des personnes qui sont éligibles aux soins palliatifs en France ont accès aux soins palliatifs. Donc c'est ça le vrai scandale. Et que la première victime de l'euthanasie, ce serait les soins palliatifs. C'est tellement plus facile, pour des raisons économiques, tout le monde peut comprendre effectivement l'enchaînement. Donc nous serons évidemment sur ce sujet fondamental, sans oublier bien sûr le sujet de la constitutionnalisation de l'IVG, auquel nous nous opposons également. Donc voilà les grands sujets. Et en fait, nos slogans pour la marche, qui aura donc lieu le 22 janvier, c'est à... l'argumentaire de l'association au droit pour mourir dans la dignité et de mourir dans la dignité, nous répondons « il vaut mieux vivre dans la dignité ». Et je lisais, avant d'arriver, un article sur ce qui se passe au Québec, où aujourd'hui 5% des euthanasies, 5% des Québécois meurent sous euthanasie. Et ce qui est absolument terrible, c'est que, par exemple, une personne pauvre a demandé à être éligible à l'euthanasie parce qu'elle a peur d'être sans logis. Donc, vous voyez, toutes les dérives absolument épouvantables. Donc, à mourir dans la dignité, nous répondons, nous voulons permettre de vivre dans la dignité. La deuxième chose, c'est d'accompagner vers la mort, mais de ne pas la programmer et dire enfin que toute vie mérite d'être vécue. Merci beaucoup de ces beaux slogans et donc nous nous retrouverons le 22 janvier prochain. Merci beaucoup, Nicolas.
Bonjour Alexandre Caillé. Bonjour monsieur. Donc vous êtes directeur général de l'association SOS Calvaire. Pouvez-vous d'abord nous rappeler l'origine de cette association et puis les réalisations de ces dernières années? Tout à fait. Alors l'association SOS Calvaire est née en 1987. Initialement, c'était une association très locale de restauration de calvaire, comme il en existe beaucoup en France. Et en fait, les membres étant un peu vieillissants, ont demandé à un jeune de la région du Lyon-d'Angers de reprendre cette association, chose qu'il a faite. Et c'est pour ça qu'on en a entendu parler. On n'en entend parler que depuis 3 ans. Parce que voilà, une jeune équipe est arrivée avec des bénévoles qui étaient beaucoup plus enthousiastes, beaucoup plus jeunes. Et puis après, il y a eu plein d'événements qui ont fait qu'on a été connus et que l'association a beaucoup grandi. Donc là, actuellement, on a 4 employés. On a une 50aine d'antennes partout en France. On a plus de 200 actions sur des calvaires depuis le début de l'année. On a lancé une application qui est une application de référencement de calvaires dans laquelle on a 10 000 calvaires référencés. Voilà. Sachant qu'en France, à mon avis, il y en a 15 fois plus. Et on a à peu près 46 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux. Et comme réalisation, alors on en a beaucoup parce que tous les mois, chaque antenne fait une restauration de calvaire. Mais on peut en citer quelques-unes comme la pose de la plus grande croix en bois de France qui faisait 12 mètres de haut à Persac dans la Vienne. Ah oui. Voilà, en mois de juillet dernier. Une magnifique pose de croix avec 600 personnes qui sont venues assister à cette pose. On a posé aussi un rashkar, donc un genre d'oratoire arménien au bord de la frontière à l'été dernier. De la frontière, de quelle frontière? La frontière entre l'Arménie et... Ah oui, donc vous agissez à l'étranger aussi? De temps en temps, ouais. On a des projets pour 2023, aller dans 3 pays différents. Tout d'abord Lisbonne, dans le cadre des JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Ensuite en Irlande et en Terre Sainte, sur les lieux de la naissance du Christ. Voilà, poser des croix un peu. Alors, j'étais le vendredi 2 décembre à Saint-Louis-de-Port-Marly pour l'inauguration d'un calvaire restauré par vos soins dans le jardin du presbytère. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet événement parisien, à la fois récent et très concret? Oui, alors Port-Marly, c'était un cas d'école à tout niveau. Alors déjà, c'était une restauration qui était sur le domaine privé, dans les jardins du presbytère. Oui. Donc l'association fait majoritairement des calvaires sur le domaine public, mais ça arrive de temps en temps de le faire sur le domaine privé, mais dans ce cas-là, le privé supporte les coûts dans la totalité de la pose de croix. Parce qu'en fait, comme nous vivons sur des dons publics, on ne peut pas se permettre de financer des calvaires privés avec de l'argent public. Ensuite, c'était un cas d'école puisque le chantier a duré presque 1 an. Alors une pose de croix, c'est très instantané, ça dure 2 heures avec la procession. Mais là, le chantier a duré 1 an puisque dans le socle, s'est cassé un morceau de la croix. Et donc il a fallu un travail acharné de l'antenne de l'Île-de-France pour retirer petit à petit la croix qui était au fond du socle, qui était un socle très profond. Et donc le chantier a duré vraiment très longtemps. Et puis après donc, il y a la pose de croix en tant que telle, qui est un moment très émouvant, très fort. Ah oui, c'était très beau, très bien. Excellent, vous y étiez, oui. Vous avez apprécié. De nuit, c'était bien éclairé, c'était super. Avec à la torche, éclairé à la torche. Voilà, en fait, c'était... je pense qu'au-delà de restaurer le patrimoine, on a aussi on donne un signal fort, un signal d'espérance. Le monde a beau tourner, le temps a beau filer, la croix demeure. C'est notre devise, Stat Crux Dum Volvitur Orbis. Devise des Chartreux. Exactement, la devise des Chartreux. Donc voilà. Et le but de l'association, c'est au-delà de restaurer le patrimoine, c'est de remettre la joie là où il y a la croix, je pense. C'est très beau comme programme. Ouais, alors, vous lancez une application pour inventorier ce que vous appelez le petit patrimoine chrétien. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, le petit patrimoine chrétien, déjà, ça va du crucifix que vous avez dans les maisons jusqu'à la chapelle, en passant par toutes les spécificités un peu géographiques, comme les Bildstock en Alsace, qui sont des calvaires en pierre, avec souvent dédiés à un saint. Avec les croix sommitales en haut des montagnes, avec les croix de mission, avec les calvaires des campagnes, etc. Et on a créé une application partant du constat que
Personne ne l'avait fait avant, personne n'avait répertorié ce patrimoine, à part IGN, mais il n'y a pas de photos, il n'y a pas de suivi de l'État, etc. Donc on s'est rendu compte que pour mieux préserver le patrimoine, il fallait l'inventorier. Donc on a créé cette application qui est disponible sur les téléphones. Donc tout un chacun peut participer, c'est très participatif. Et le but est de référencer avec une photo, avec l'État. Donc on fait une photo, on vous l'envoie. Vous le mettez sur l'application et Oui. le calvaire est géolocalisé. Donc vous avez une carte de France avec tous les calvaires dans votre région. Et en fait, cette application répond à un triple objectif qui est de référencer le patrimoine et de permettre aux gens de s'approprier un peu leur patrimoine, voilà, de sortir de chez eux et de prendre en photo leur calvaire. 2, de dresser un état de délabrement du petit patrimoine chrétien, comme vous l'avez dit, parce qu'on se rend compte que 90% à peu près des calvaires référencés sont dans un état mauvais ou moyen, quoi. Donc il y a très peu de calvaires en bon état, à part ceux qu'on restaure, mais on n'est pas encore partout. Et 3, ça donne une feuille de route à nos antennes locales pour prioriser les chantiers. Ils voient que dans leur coin, il y a 3 calvaires en mauvais état, ils vont agir prioritairement sur ces calvaires. Voilà. Et aujourd'hui, vous en avez répertorié combien et quel est leur état général? Alors on a répertorié 10 000 calvaires, enfin 9 996 je crois, oui. juste avant l'interview. Donc maintenant on doit être à peu près à 10 000 parce qu'on en a une centaine par jour qui arrivent, qui sont répertoriés. Et l'état général, c'est ce que je vous ai dit, c'est soit moyen, soit en mauvais état. Voilà. Donc on a du travail et voilà. Mais je suis persuadé que inventorier un calvaire, c'est le préserver. Alors vous avez combien de demandes par mois à peu près de gens qui vous disent venez, il faut venir restaurer mon calvaire? Alors on en a beaucoup. Plus on fait d'interviews, ça paraît logique. Plus les gens nous appellent et c'est heureux. Alors nous après on renvoie toutes les demandes vers les antennes. Nous, au niveau du national. Donc 50 antennes, c'est une couverture quasiment toute la France. Alors il y a quand même une vaste partie au centre de la France qui n'est pas encore couverte. Ouais. Et on commence à grappiller un peu du terrain, mais on a à peu près la moitié de la France de couverte. Voilà, on n'est pas encore en Corse, mais bientôt, j'espère. Et puis voilà, tout le centre de la France, le Berry, la Corrèze, etc. Il n'y a pas encore d'antenne. D'ailleurs, si quelqu'un nous entend et veut monter une antenne, eh bien, vous me direz si vous avez des appels de la Corrèze ou de l'Aveyron. Exactement, je vous dirai tout ça. Alors, est-ce que vous avez des chantiers au moment de Noël? Et alors, au moment de Noël, nous, nos antennes font comme d'habitude, elles restaurent un calvaire par mois. Donc au moment de Noël, elles font comme d'habitude. Ça, ce sont nos antennes de bâtisseurs, mais on a récemment créé des antennes, donc une branche plutôt féminine, de consolatrices, qui sont plutôt des femmes, mais pas toujours, qui restaurent, qui font un travail de restauration minutieux sur des crucifix, sur des statues, etc., qu'elles replacent soit dans les niches des villes, soit dans les foyers, au cœur des chaumières. Et alors au moment de Noël, il y a beaucoup de marchés de Noël, etc. Donc les consolatrices travaillent activement pour restaurer ces crucifix qu'elles récupèrent dans les brocantes ou dans les EHPAD. Elles les restaurent, elles les rendent beaux, elles rendent leur aspect d'origine. Puis ensuite, elles les vendent pour financer d'autres calvaires encore. Et alors, ces travaux des consolatrices, géographiquement, se positionnent où? Où est-ce que vous avez des équipes consolatrices qui travaillent? Alors, on en a un petit peu partout en France. C'est moins encore répandu que les bâtisseurs, qui sont plus historiques. Mais on en a dans le sud, on en a à Lyon, on en a à Angers, on en a un petit peu partout. Voilà. Et normalement, à terme, on en aura autant que d'antennes de bâtisseurs. Voilà. Et là, si on veut être consolatrice, on peut trouver les renseignements sur votre site. Tout à fait. Voilà, j'habite à tel endroit, je voudrais vous aider à restaurer. Moi, je ne peux pas monter les calvaires, mais je peux restaurer des petits crucifix. Tout à fait. Oui, on a même des restaurateurs d'art qui forment des moines à l'enluminure qui travaillent activement pour restaurer des crucifix ou des statues, qui posent de la feuille d'or, etc. Donc il y a beaucoup de talents qui se joignent à nos forces, quoi. Eh bien, merci beaucoup de toutes ces explications. Donc, nous nous retrouverons la semaine prochaine, qui sera le Saint Jour de Noël. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'Avent. Et d'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci. Merci.